Au début du XVIIIe siècle, la population de Bourbon est qualifiée d'indigente intellectuellement. Le traité de 1712 conclu avec les lazaristes prévoit l'établissement d'un collège. Alors arrivé en 1715, les missionnaires se heurtent à des problèmes matériels énormes et il faut trouver des solutions provisoires. On envoie de jeunes adolescents en métropole, on embauche des précepteurs, on enrôle dans l'armée ou on ouvre de petites écoles paroissiales. En attendant la construction du collège, quelques maîtres laïcs ouvrent des écoles pour garçons et même pour filles. La première pierre du collège est posée le 4 janvier 1752. Les travaux durent 7 ans. L'établissement est ouvert aux externes dès 1756. En 1767, on compte 80 élèves répartis en 5 années de classe. On a du mal à recruter des maîtres et l'entretien du bâtiment est très onéreux car il est très vaste. En 1767, la compagnie rétrocède au roi l'île Bourbon. Le ministre décide alors la suppression du collège. Les bâtiments sont transférés à la marine, qui en fait une caserne. On a essayé de remplacer ce collège Saint-Cyprien, mais rien de sérieux n'a abouti avant la création du collège royal en 1818. En 1715, la population est de 1157 personnes, dont 623 blancs et 534 noirs. La compagnie prévoyait en 1711 d'envoyer 4 prêtres, dont 3 auraient le titre de curé des 3 paroisses, et dont le 4e tiendrait une espèce de petit collège pour élever les jeunes garçons dans la connaissance de la religion, des lettres et des principes de science. Les 3 paroisses étaient Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte-Suzanne. La Compagnie des Indes envisageait aussi d'envoyer 3 maîtres et 3 maîtresses pour enseigner aux enfants séparément à prier Dieu, à lire, à écrire, et aux filles à travailler en linge, en tapisserie, en habits de femme, à tricoter et à d'autres petits ouvrages convenables à leur sexe. En 1714, le 7 décembre, les lazaristes abordent à Bourbon. Ils étaient 4. L'un part en 1721, 2 autres meurent en 1722. En 1729, il n'y avait que 2 missionnaires. Les lazaristes étaient en conflit avec la compagnie. Le supérieur général envisageait même de faire rentrer ses sujets en 1735. Depuis 1729, les familles aisées, sous l'impulsion du gouverneur Dumas, envoyaient leurs enfants en métropole. Le sieur Grignon s'occupait de leur éducation. Cela n'était pas évident. 2 enfants d'Yoré, qui avaient embarqué sur le Bourbon le 8 avril 1729, moururent en cours de voyage. Mais les fils Villarmois et Panon, qui avaient pris place à bord du duc de Noailles le 27 décembre 1731, arrivèrent à Montport. Mais en 1735, le sieur Grignon quittait la France. Les enfants qui lui avaient été envoyés durent être recueillis par diverses familles. Pendant ce temps à Bourbon, les familles moins fortunées prenaient des précepteurs. Quant à la Bourdonnais, il tentait d'enrôler les jeunes Bourbonnais dans la marine, tant pour étoffer les équipages de ses navires que pour occuper les fils de famille devenus dangereusement oisifs. Voulant pour eux qu'ils deviennent enseignes ad honorès ou élèves pilotins, il se heurta à l'indifférence des habitants pour les choses de la mer. Dans le traité du 27 juillet 1736, l'article 20 était consacré à la création d'un collège. Il y avait 3 conditions préalables. Dispenser aux jeunes enfants une éducation semblable à celle des collèges établis en France, une requête commune des habitants et des prêtres, et surtout l'engagement pris par les colons de subvenir aux dépenses de construction et d'entretien du collège et de son personnel. Ces conditions remplies, le Conseil supérieur de Bourbon et le préfet de la mission seraient autorisés à procéder à la création du collège. La compagnie paierait une partie, les habitants le reste. Chacun des prêtres ou régents pourrait acheter chaque année au magasin et au prix de faveur que l'on faisait aux employés de la compagnie une barrique de vin et 30 pots d'eau-de-vie ou l'équivalent de la dite eau-de-vie en vin à son choix. En 1738, la congrégation de la mission avait un plan de construction d'un collège qui devait être édifié à Saint-Denis ou à Sainte-Marie. Une grande quantité d'enfants étaient désœuvrés et les parents ne pouvaient trouver que des maîtres peu éclairés et encore moins sages. Certes, les prêtres avaient pu former dans chaque paroisse un certain nombre d'enfants à la lecture et à l'écriture, mais leurs occupations ne leur permettaient pas de s'y employer en priorité, et cela ne pouvait les conduire bien loin. Un peu avant 1740, M. Monet, à Saint-Paul, avait pris avec lui les frères Gonod et leur avait enseigné les humanités en vue du sacerdoce. En 1751, M. Debras, supérieur général, lui écrivait « Si les 5 ou 6 jeunes gens que vous cultivez répondent aussi bien à vos soins que les 2 premiers, Paul et François Gonod, vous n'aurez pas lieu de vous repentir de vos peines. Restez donc pour ceux qui n'avaient pas moyen d'envoyer leurs enfants en France ni de leur procurer un précepteur d'occasion, les petites écoles que chaque curé avait créées dans sa paroisse. Monsieur de la Perdrie, curé de Saint-Louis, avait recueilli une vingtaine de jeunes gens, parmi lesquels André Nativelle, Jean Nativelle, François Dulac, Jean-Baptiste Dulac, Louis Nativelle
et François Dezille. Ces écoles paroissiales improvisées ne jouissaient que d'installations misérables, sinon pittoresques. Ainsi, à Sainte-Suzanne en 1752, M. Collier, vicaire, servait les petites écoles sous un pigeonnier et à côté des poules, n'ayant point de quoi les loger dans le presbytère. Il existait aussi des écoles publiques. Elles accueillaient les enfants de la population la plus humble, et parfois même les esclaves. Y enseignaient des maîtres de hasard, comme Seytenas. Il était venu dans l'île alléchée par la fortune que son frère, ancien employé de la compagnie à Pondichéry, puis à Bourbon, avait amassée. Le 5 août 1752, les directeurs de Paris écrivaient que quelques femmes ou filles vertueuses peuvent, dans les différents quartiers, enseigner ainsi que fait la demoiselle Trévalon, à lire, à écrire et à faire les petits ouvrages convenables à leur sexe. Mais il faut s'en tenir là et aux instructions ordinaires du catéchisme. Françoise Géanot de Trévalon était née à Dinan en 1690. Religieuse de saint Thomas de Villeneuve, elle s'embarqua en 1739 pour régir l'hôpital de Port-Louis à l'Île-de-France. Révoquée par la compagnie, elle passa à Bourbon et se consacra à l'éducation des filles. Ce ne fut pas sans mal car la compagnie lui supprima en 1744 les appointements de 700 livres et la barrique de vin que le Conseil de Bourbon lui avait accordé. Elle persévéra néanmoins et mourut à Saint-Denis le 14 août 1759 en laissant un legs pour la fondation d'une école de filles à Saint-Denis. Son décès imposa à la compagnie l'embauche de mademoiselle Marie Lefebvre. Arrivée de Paris sur le Mascarin en 1751, celle-ci entra en fonction en 1759, elle percevait en 1761 la solde de 500 livres par an. Mais ceci n'était que des palliatifs. La nécessité de la création d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement se faisait de plus en plus sentir. Le supérieur général des Lazaristes, M. Couty, estimait le besoin de créer un collège était beaucoup plus grand parce que les jeunes étaient beaucoup plus nombreux et que, faute d'éducation et d'occupation sérieuse, ils se pervertissaient et devenaient beaucoup plus difficiles à manier. En 1750, M. de Lauzier-Bouvet fut nommé gouverneur particulier de Bourbon. Dès son arrivée, il publia le projet dans toute l'île à l'issue des messes paroissiales et imposa à tous les habitants une contribution supplémentaire de 2 réaux par tête d'esclave. Il décida ensuite que le collège serait édifié à côté du presbytère de Saint-Denis, donnant en échange aux Lazaristes un autre terrain sis au bois de Nèfles-Saint-Paul, lieu-dit la Plaine, terrain qui fut longtemps connu sous le nom de terrain des prêtres. La première pierre fut posée par le gouverneur le 4 janvier 1752. Les travaux furent entrepris et durèrent 7 années. M. Teste, préfet apostolique, fournit pendant toute cette période une charrette attelée de 4 bœufs qui transporta les matériaux indispensables. L'édifice avec les murs d'enclos, ses appendices de boulangerie, de cuisine, ne fut terminé qu'en 1759. Mais on n'attendit pas que tout le bâtiment fût achevé. M. Rollet, lazariste non prêtre, était arrivé en 1753 et la même année, M. Collier avait été appelé à Saint-Denis pour suppléer M. Teste. Ils décidèrent en 1756 d'ouvrir la maison au simple externe. Les internes ne furent admis qu'en septembre 1759. L'édifice qui n'avait à cette époque qu'un seul étage était, après l'hôtel du gouvernement, le plus beau et le plus vaste bâtiment de l'île. Il avait coûté 100 000 écus. Ce collège recevait des enfants de l'Île-de-France et même de l'Inde. Dès 1763, M. Collet se plaignait des déficiences du personnel enseignant. Il n'y avait pas de curé à temps complet et les 2 professeurs, Rollet et Cambourg, n'avaient pas parmi leurs talents celui de diriger. Il fallut d'ailleurs remplacer Cambourg et engager un maître de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Outre ces matières, on y enseignait la géométrie, la navigation, le pilotage, la géographie, les fortifications, la grammaire latine et française, et surtout la religion. Pour les jeunes bien doués, c'était le prélude à des études qu'ils termineraient en métropole. Ainsi Bertin partit en 1761 et Parny en 1763. En 1767, le collège comptait 80 élèves répartis en 5 années de classe. L'établissement était trop vaste et dans l'entretien trop dispendieux. On était en pleine guerre de 7 ans, et les fournitures scolaires, quand elles ne manquaient pas, étaient hors de prix. Des alphabets de 2 liards avaient dû être achetés 38 sols, c'est-à-dire 76 fois leur prix normal. Le papier faisait défaut. M. Collier, en qualité de principal du collège, y affectait toutes les ressources dont il pouvait disposer. Mais la rétrocession de l'île au roi devait amener la suppression du collège Saint-Cyprien et l'affectation de ses locaux au ministère de la Marine. Dans son plan du 30 décembre 1766, le duc de Praslin, ministre de la Marine, décide la suppression de principe du collège. Le 15 février 1768, M. Teste répond au duc de Praslin en lui demandant de maintenir cet établissement qui a déjà formé plus de 160 élèves. M. Poivre écrit en marge que ce collège ne peut être que très utile. Le 19 juillet 1768, une ordonnance décide l'érection d'écoles entretenues par les habitants dans les 8 quartiers.
Fin 1768, une lettre du ministre confirme sa position antérieure. Si la colonie n'est pas assez riche pour subvenir par un nombre suffisant d'écoliers à l'entretien du collège et des régents, il faudra s'en tenir aux écoles particulières de chaque paroisse. Le soir du mardi saint 10 avril 1770, des troupes de la Légion arrivées inopinément de l'Île-de-France, pendant l'office des ténèbres, occupèrent les locaux qui venaient d'être libérés par la compagnie et s'y cantonnèrent. À la rentrée, les classes reprirent dans la partie qui n'était pas occupée par les militaires, c'est-à-dire dans le pavillon contigu au presbytère. Cette cohabitation n'alla pas sans heurts, et les maîtres durent souvent se faire entendre au milieu du tintamarre soldatesque. Les militaires gagnèrent petit à petit et comme pied à pied les appartements qui servaient à l'éducation de la jeunesse. En 1771, M. Collier décida de partir pour l'Europe. Quand la nouvelle fut connue, on s'empara du reste du collège. Après la suppression du collège, on fit des efforts pour le remplacer, mais ces efforts n'aboutirent que bien longtemps après, lors de la création du Collège royal en 1818.